Richard, je suis chargée clientèle professionnelle à la MAF sur Grenoble et donc je gère les professionnels depuis de nombreuses années. Donc je viens avec mon expérience terrain. Ok, Laurence, je vais prendre la parole. Donc, c'est Audrey. Moi, je suis Audrey Nom de Deux. Je m'occupe de gestion privée à la Caisse d'épargne depuis plus de 10 ans maintenant, avec une équipe d'une vingtaine de personnes. La Caisse d'épargne a différents secteurs qui lui sont liés, un secteur géographique. Nous, on travaille comme Annabelle, plus spécifiquement sur Grenoble, en montant jusqu'à Pontcharrat et en redescendant, on va dire, jusqu'à Saint-Marcellin. Voilà, donc on a une région entière que l'on gère. Et pour moi, c'est plus le côté gestion privée, donc tous les éléments à titre privé, dont effectivement la fiscalité demain qui sera une partie importante. Merci. Donc, je vais prendre la parole. Richard Laguerre, bonjour à toutes et à tous. Alors, comme mon homologue de la Caisse d'épargne Audrey, moi je suis le patron du marché des professionnels sur le secteur isérois. On a un secteur qui va de Saint-Marcellin jusqu'à dans le haut du Grésivaudan. Nous intervenons, nous, sur le secteur de la création, la reprise d'entreprise, jusqu'à environ 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Au-delà, on passe le relais, on passe le témoin, si on peut dire, à nos amis des centres d'affaires. Voilà, une petite équipe d'une trentaine de collaborateurs qui interviennent sur tout le territoire, on va dire isérois, pour de la création à la reprise. Voilà pour moi. Très bien. Donc là, on est en amont du projet. J'ai pour projet de vendre mon entreprise. Donc là, ce webinaire, en fait, va vous permettre de vous poser de nombreuses questions et on essaiera d'y répondre en partie, en sachant que voilà, c'est quelque chose qui va se poursuivre sur plusieurs mois, puisqu'on est quand même bien en amont de la signature de l'acte de vente. Je laisse Annabelle un petit peu énoncer ce que l'on va voir aujourd'hui. C'est le début, on va dire par où commencer. Qui peut m'accompagner? Combien vaut mon entreprise? Est-ce que je dois changer de forme juridique? Toutes ces questions qu'on peut se poser. Est-ce qu'elle va vraiment intéresser quelqu'un? Et combien me restera-t-il? Et puis plein d'autres encore. Donc, on va parler un petit peu également des motivations et puis des contraintes. Les motivations sont très diverses. Lorsqu'on souhaite céder son entreprise, il peut y avoir des motivations qui sont très diverses. La plus courante est celle du départ à la retraite. On verra un petit peu les autres. Concernant les enjeux, donc il y a quand même un audit qui est préconisé, l'audit social. On va le voir un petit peu en détail. Il y a la notion, la vision patrimoniale également, c'est-à-dire quel est le patrimoine. Il peut y avoir des problématiques de transmission, de succession. Ça peut impacter également le régime de mariage. La question de qu'est-ce que je vends? Donc, on peut vendre soit un fonds de commerce, soit des parts. Est-ce qu'on a intérêt à transformer l'entreprise individuelle en une société? Donc, est-ce que mon entreprise est attractive? Donc, la perception qu'on a de son entreprise peut être très différente de la perception qu'auront des repreneurs potentiels. Donc, ça, c'est aussi regarder un petit peu ces aspects-là. Le check-up avant session, alors, on ne pourra jamais faire, enfin, c'est notre vision et c'est la position aussi de nombreux professionnels, on ne pourra jamais faire une évaluation d'entreprise, c'est-à-dire calculer une fourchette de valeur, sans être passé par la phase diagnostique. C'est-à-dire qu'on va faire comme un audit dans l'entreprise, on va se déplacer dans l'entreprise et on va aborder tous ces points. La partie commerciale, la partie état du matériel et local, la partie des ressources humaines, la partie santé financière de l'entreprise. Qu'est-ce qui va se passer au niveau des contrats d'assurance? Est-ce que je dois transformer, passer en SARL, en SAS? Et puis finalement, quelles sont les étapes du projet? Donc voilà un petit peu l'objet des échanges que l'on va avoir aujourd'hui sous forme d'atelier, donc avec nos collègues de la Caisse d'épargne et puis Annabelle de la MAF. Donc là, on va traiter justement l'interrogation personnelle.
qu'est-ce qui fait dans la démarche que je veux céder mon activité? Est-ce que c'est un départ à la retraite? Est-ce que j'ai besoin de déconnecter, qu'il y a une surcharge depuis des années accumulées et que je décide de passer à autre chose, de vivre une autre expérience? Hélas, des fois, des problèmes de santé. Hélas, souvent, ça arrive surtout en ce moment. Pression de l'entourage, eh bien oui, on a une vie à côté, hein, on ne fait pas que travailler. Et il y a votre entourage, votre famille qui est là autour de vous et qui peut également avoir envie de passer à autre chose. Le changement d'activité, donc ça peut être une démarche très personnelle, un besoin de changement, d'être attiré par d'autres choses, de vivre d'autres expériences. Une opportunité qui peut se présenter, donc ça, une opportunité, des fois, ce n'est pas prévu. Donc, il y a toujours une réflexion à avoir et avoir besoin aussi d'avoir d'autres avis autour de vous. La plus-value potentielle maximale, à un moment donné, l'entreprise sera peut-être à son meilleur moment pour être cédée. Donc, comment savoir à quel moment ça va se produire, pouvoir l'évaluer en toute objectivité. Il y a également la limite de développement qui peut être votre limite que vous étiez fixée à la base. Et donc, c'est peut-être le moment de passer à autre chose. Et le moment aussi des difficultés financières qui peuvent en effet créer le déclic pour aller vers une autre vie. Donc là, on a parlé des motivations. On va voir maintenant un petit peu quelles peuvent être les contraintes. Chaque entreprise a des contraintes vraiment propres. Donc là, éventuellement, je laisse Audrey si elle veut nous commenter un petit peu ces aspects. Oui. Effectivement, Annabelle le disait, les motivations sont multiples et c'est vraiment vous qui allez être le starter effectivement de cette décision. Et puis après, ça va impliquer bien sûr des choses, hein, puisque parfois les enfants travaillent dans l'entreprise ou pourraient vouloir y travailler ou d'autres membres de la famille. Comment est-ce que je fais pour maintenir des revenus? D'où l'idée peut-être d'une stratégie qu'il faut monter en amont. Et ça, c'est pas facile parce qu'il faut effectivement se projeter. Et des fois, c'est pas des fois, hein, Richard le sait, souvent vous êtes absorbé à 200% et c'est votre grand mérite dans le job que vous faites. Mais c'est vrai qu'il y a une forme de préparation. Au niveau marché, qu'est-ce qui se passe? Voilà, là aussi, la projection est très importante. Ce mot projection, je pense qu'il est vraiment, vraiment important. Voilà, qu'est-ce qu'il y a à reprendre? Quelles sont les choses en cours? Quelles sont les choses sur lesquelles toujours je peux effectivement me projeter? Et y a-t-il d'ores et déjà des choses à imaginer, pas pour cosmétiser l'entreprise, mais pour que quelque part, ces investissements m'aident aussi à la valoriser. Ce mot projection, je pense qu'il faut que vous le gardiez en tête. Moi, j'ai toujours l'idée, et Richard vous en parlera, à un moment donné, il faut se poser. C'est très difficile parfois de faire se poser certains chefs d'entreprise parce que voilà, ils donnent tout et des fois jusqu'à un âge extrêmement avancé. Mais je pense que c'est fondamental pour passer cette étape parce que, comme le disait Laurence, les items autour sont vraiment multiples et quand on a fait ce travail de fond, on est beaucoup plus armé pour passer à l'acte, hein, et passer à l'action. Voilà ce que je peux dire, Laurence, un petit peu sur ces points. Très bien. Annabelle, Richard, quelque chose à rajouter? Je pense qu'Audrey a fait… L'aspect humain et psychologique est fondamental aussi. Ça se voit. Après, je pense que tout a été dit, hein, en tout cas sur les grandes formes, les grandes lignes, c'est la préparation en amont. C'est vrai que souvent, on est face à des dirigeants d'entreprise qui ont une entreprise depuis 20 ans, 30 ans, voire même plus. Et c'est un peu leur bébé, hein, c'est vraiment leur enfant. Et plus moins on prépare, on va dire, une transmission d'entreprise, plus c'est difficile après pour la transmettre. Donc il faut être le plus en amont possible, et je crois qu'on y reviendra tout à l'heure. On parle souvent de commencer à se poser ces bonnes questions une dizaine d'années avant, en fait. Hein. Idéalement et au plus tard 6 ans avant la date de liquidation de la retraite. Mais voilà, quand on commence à se poser 10 ans auparavant, on a le temps vraiment de faire beaucoup de choses. Justement, Annabelle, est-ce qu'il y a des enjeux sur le plan social? Quel est le bon âge? Oui, là, il y a des calculs et puis ça évolue quand même. On avance pas à pas là-dessus. Hein.
quels seront mes revenus? Ça, c'est une première inquiétude qu'on a. Parce que voilà, de quoi va-t-on vivre au moment de la retraite? Est-ce que du coup, je dois racheter des trimestres? Quel est l'intérêt? Est-ce que je vais continuer à peut-être avoir une activité professionnelle? Ça arrive de plus en plus. Et de continuer et de toucher à une retraite, avantage inconvénient à avoir. Et puis, bien sûr, il y a le conjoint. Qu'est-ce qui va changer pour mon conjoint? Qu'est-ce qu'il a, lui ou elle, pour être protégé dans l'avenir s'il m'arrive quelque chose? Donc voilà, hein, vous avez bien compris en fait qu'on ne part pas tous certainement à la retraite au même âge, hein, que les revenus, eh bien voilà, soit dans le meilleur des cas, ils sont à peu près préservés, on va être à peu près sur un même pouvoir d'achat. Par contre, effectivement, on peut avoir aussi des charges qui sont prises sur l'entreprise. Donc, et puis, comment est-ce qu'on va se protéger, hein, surtout sur le côté complémentaire maladie, hein. Annabelle, c'est là-dessus que tu insistes. Oui, on y reviendra sur un slide justement là-dessus. Oui, voilà. Sur le plan patrimonial et fiscal, je crois que Audrey et Richard, voilà, il y a toute cette problématique patrimoniale qu'il faut également préparer et anticiper. Tout à fait. On le verra, Laurence, effectivement, sur les questions de fiscalité, hein, selon à qui je transmets et à quel moment je transmets. Hein, vous le disiez, effectivement, la retraite, ça peut être un moment très opportun parce qu'il y a des aménagements fiscaux intéressants, mais ce n'est pas forcément à ce moment-là que ça se passe. Vous le disiez aussi, parce que parfois, il y a une fatigue, etc. Et il y a une charge de travail forte et il y a un actif qui s'est beaucoup valorisé. On en parle souvent avec Richard, il y a le fonds, il y a l'épargne, mais il y a aussi les murs, hein. Et ça, c'est quelque chose qui peut vous générer des revenus complémentaires. Donc, évidemment, selon à qui je transmets et à quel moment je transmets, les choses seront différentes. Ensuite, sur la partie succession, là, on a besoin de faire un audit complet parce que demain, même quand j'ai cédé, je vais me retrouver avec d'autres actifs et ces actifs, je peux avoir besoin de les transmettre et cette transmission, elle peut avoir un coût. Donc, j'ai besoin de me projeter. Mais là aussi, lorsque je transmets dans la cellule familiale, on le verra, il peut y avoir des ajustements très intéressants quand c'est mon entreprise que je vais transmettre, en particulier quand je vais la donner, donc la transmettre effectivement à titre gratuit, mais quid des autres enfants? Parce que souvent, il y a une fratrie. Et donc, il faut que je m'organise bien en amont toujours pour que je puisse avoir souvent des lots équitables ou alors privilégier l'un des enfants, mais que les choses soient très claires et soient posées. Et là, c'est le notaire, effectivement, la personne de référence. Pour limiter les droits, c'est tout ce travail en amont. Quel est le moment? Qu'est-ce que je transmets et à qui? C'est des points clés qui vont m'aider pour effectivement optimiser. Et concernant le conjoint, là, c'est plus Annabelle qui travaille là-dessus. Quel est son statut? Qu'est-ce que je fais avec lui? Effectivement, le régime matrimonial peut aussi être aidant. On le sait souvent quand on a une structure à côté, ce sont souvent des régimes séparatistes qui sont préconisés, hein, mais on voit des fois d'autres choses. Pourquoi? Parce que ne l'oubliez pas, dans des régimes communautaires, on est solidaire de tout, dont les dettes. Voilà, c'est vraiment un travail de fond et une sorte de travail d'architecture. Donc là aussi, le mot projection est important et le mot audit, mais aussi l'important, c'est que vous vous posiez vous. Plus vous traduisez avec des mots à vous ce dont vous avez besoin, plus nous, les professionnels derrière, du patrimoine, notaire ou toute la partie bilan social, etc., on est capable de vous aider à aller là où vous souhaitez aller. Voilà ce que je peux dire sur ces enjeux. Richard, je te laisse la main sur ta partie, peut-être plus à toi côté professionnel. Merci. En quelques mots, tout simplement, vous parliez d'enfants tout à l'heure, et souvent dans la transmission d'entreprise, on voit apparaître aussi les enfants. Est-ce qu'on peut se poser la question, est-ce que les enfants sont déjà dans l'entreprise? Est-ce qu'on transmet aussi un enfant? Est-ce que l'enfant est un tiers? Enfin, est-ce qu'on est sur des sujets de ces problématiques de savoir? C'est très important. Par contre, ces notions notamment tu parlais tout à l'heure d'immobilier, je pense qu'on le verra un petit peu, on en parle un petit peu plus dans la valorisation. Il faut bien faire quand même le distinguo de ce qu'il y a dans l'entreprise. Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on transmet? Est-ce qu'on transmet
est-ce qu'on transmet, y a-t-il de l'immobilier, est-ce qu'on transfère simplement un fonds de commerce, des cartes sociales, des actions. Voilà, c'est vraiment des notions qui sont extrêmement importantes. Vous parliez tout à l'heure d'audit juridique, d'audit fiscal. C'est plus que préconisé, puisque c'est ce qui va permettre aussi d'avoir, on va dire, une idée intrinsèque de la vraie valeur de l'entreprise, des vrais sujets de l'entreprise, qui seront de toute façon présentés lorsque le repreneur, notamment, aura des questions, notamment de financement, de rachat de cette entreprise. C'est très, 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 très important. Donc la deuxième partie de ce webinaire-là, c'est après avoir vu un petit peu les motivations, les contraintes, toutes les préconisations en amont, hein, patrimonial en termes fiscal, patrimonial, revenus futurs, etc. Maintenant, se pose la question de qu'est-ce que je vends? Alors, on vend soit un fonds de commerce, soit on vend des parts sociales ou des actions. Alors, on va peut-être faire un petit éclairage là-dessus, un petit zoom. Donc déjà, lorsqu'on est sous une forme juridique d'entrepreneur individuel, entreprise en nom propre, hein, votre entreprise, c'est vous. Donc là, on n'a pas le choix, on vend un fonds de commerce. Donc l'entreprise est à vendre, tout simplement. Et lorsqu'elle sera vendue, eh bien, vous allez radier votre entreprise. Ça, c'est pour la partie du fonds de commerce. Qu'est-ce qu'on met dans le fonds de commerce? On vend en fait la clientèle, sa notoriété, son enseigne, son matériel, tout ce qui est nécessaire, hein, tout ce qui est dans l'entreprise et qui est indispensable pour exercer l'activité pour le repreneur. Lorsqu'on est une société, là, on a deux choix. Alors, si je suis une SARL ou une SAS, dans les deux cas, je peux garder ma société et vendre le fonds de commerce, comme tout à l'heure. Et puis, dans ce cas-là, je modifierai le statut et ma société, elle pourra avoir un autre objet. Je pourrais avoir un autre projet même d'entrepreneuriat avec cette coquille qui sera en fait vidée de son activité. Ou alors, je peux vendre également mes parts sociales, c'est-à-dire que lorsque vous avez constitué votre société, elle a un certain capital qui représente un nombre de parts sociales ou d'actions pour les SAS ou les SASU qui avaient une valeur nominale au départ. Là, c'est la notion de capital social. Quand vous vendez vos parts, donc là, on vend en fait des valeurs mobilières. Hein, on n'est plus du tout sur la même chose. Donc là, c'est à titre particulier en tant que personne physique que vous vendez vos parts. Et la personne qui les rachète, elle va récupérer le fonds de commerce, mais elle va récupérer également le stock, toutes les créances, la trésorerie, c'est-à-dire tout ce qui fait partie de l'actif de l'entreprise, mais elle reprend également toutes les dettes de l'entreprise. Donc là, on est sur on imagine un besoin d'accompagnement encore un petit peu plus pointu parce qu'il passe à la fois par la valorisation du fonds, mais également il va falloir alors là rendre encore plus belle la mariée, c'est-à-dire supprimer tous les litiges qu'il peut y avoir avec un client, mettre au propre toutes les dettes, etc. Donc voilà un petit peu. Donc à prendre en considération votre projet futur, hein, on a vu que si vous avez un projet de poursuite d'activité, on tend garder sa société et puis modifier le statut. Après, ça va dépendre de la fiscalité. Là, je relaisse peut-être la parole à Audrey ou Richard, puisque la fiscalité sur un fonds au départ n'est pas la même. Exactement, Laurence. Voilà, il y a des cas effectivement d'exonération sur la partie fonds en fonction des volumes, selon qui vous êtes et ce que vous faites. Hein, si vous avez une patientèle ou effectivement un fonds de commerce, et ça on le détaillera dans le webinaire à suivre de mercredi. Et pour le coup, effectivement, quand on détient des titres, là pour le coup, on n'est plus du tout sur ces impositions de plus-value professionnelle, mais on se retrouve sur l'imposition sur les plus-values de capitaux finalement mobiliers, hein, puisque vous allez avoir des titres avec, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais une modification profonde de la fiscalité en 2018, puisqu'on est passé dans le cheminement du prélèvement forfaitaire unique. Il peut y avoir aussi, si la valorisation est très importante, une imposition sur les contributions exceptionnelles sur les hauts revenus, qui peut monter entre 3 et 4%. Donc, vous vous retrouvez au maximum sur cette partie-là, fiscalisée à 34%. Mais attention, selon les cas, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, à quel moment vous cédez, à qui vous cédez, effectivement,
on va avoir des aménagements possibles, des abattements possibles. Et ne l'oublions pas, quand les titres sont détenus avant 2018 et pour une certaine période, on a aussi des abattements, mais là, pour le coup, vous optez plutôt pour l'impôt sur le revenu. Donc, il y a une double fiscalité, le prélèvement forfaitaire unique qui est devenu complètement la norme, hein, c'est nos fameux 12,8 et nos 17,2 de prélèvements sociaux, c'est le fameux 30% dont vous entendez parler tout le temps, tout le temps, tout le temps, la contribution sur les hauts revenus si les volumes sont extrêmement importants, et puis des abattements possibles, là, pour le coup, et sur option, vous pouvez continuer à opter pour l'impôt sur le revenu. Voilà. Mais on détaillera ensemble dans ce mercredi les cas d'abattement plus fort ou d'exonération sur cette partie-là. Mais Laurence a raison, il faut savoir dans quelle catégorie je me mets et aussi ce que j'ai à l'intérieur de mon entreprise, puisque chaque chose et chaque item va être régi par une fiscalité un petit peu particulière. Donc, il y a quand même ce travail de détail à mener. Richard, je te laisse la main sur l'accès au financement, parce que ça, c'est beaucoup, beaucoup ta partie. Oui, merci Audrey. Pour juste rebondir sur ce que tu disais, Audrey, la question au préambule, en fin de compte, c'est se poser la question, qu'est-ce qu'on rachète? Est-ce qu'on rachète un fonds de commerce ou on rachète des parts sociales de population? Et là, ça n'a pas été la même chose, parce qu'en dehors de la fiscalité qu'a dit Audrey, une fiscalité qui sera différente côté acheteur, côté vendeur, on va pouvoir avoir des plus-values professionnelles, des plus-values immobilières. Ça, c'est tout l'aspect, on va dire, fiscal. Mais surtout, c'est que si on se décide d'acheter une société sous la forme, ce qu'on appelle de racheter des actions, des parts sociales d'une entreprise, Laurence le disait tout à l'heure, on va racheter des actions, on va racheter une part sociale, et là, on rachète aussi des créances. Je disais pareil, on rachète un stock, mais on rachète aussi des dettes. Et là, vendre notamment le financement aux banquiers sous cette forme, c'est-à-dire qu'on va généralement s'atteler à faire des montages un peu plus spécifiques, de type holding notamment, on verra un peu tout à l'heure, je ne suis pas là un peu pour faire tout le monde, mais on va plutôt s'atterrer sur des montages avec une société qui va s'endetter pour acheter les parts sociales ou les actions d'une entreprise. Et l'objet, on va dire, de séduction du montage pour le banquier, vers le banquier en tout cas, c'est complètement différent. C'est complètement différent et c'est beaucoup plus complexe à vendre et en tout cas à présenter. D'où la notion tout à l'heure, on parlait d'audit. C'est vrai qu'un audit indépendant, un audit juridique, un audit fiscal, un audit contractuel, est dans ce type de montage extrêmement important, puisque ça va permettre aussi pour côté financeur d'avoir, on va dire, une base de travail beaucoup plus large. Donc c'est pas du tout la même chose. Et l'accès au financement pour le repreneur est un peu plus complexe, un peu plus difficile, on va dire, à monter, parce qu'on est dans des typologies de montage un peu plus compliquées. Voilà, tout à fait, merci. Et voilà, le rachat des titres, hein, souvent au niveau des activités artisanales, on va trouver ce mode, enfin cette volonté de racheter les titres ou une participation dans les sociétés lorsque on est sur de la croissance externe. Hein, d'autres sociétés plus importantes qui cherchent une implantation locale, géographique et qui veulent voilà, qu'il y ait réellement une continuité dans l'activité. Donc, c'est plutôt ce type d'entreprise, nous, qui cherchent le rachat des parts sociales. Dans l'artisanat, très peu au niveau de la personne physique, du particulier. Ouais. Alors, parfois, certains entendent, tu es en entreprise individuelle, tu as peut-être intérêt à passer en société. Alors là, gros bémol, parfois oui, parfois pas du tout. Voilà, vous pouvez vous faire rattraper par la fiscalité. Là, je laisse à nouveau la parole peut-être à Richard ou à Audrey. C'est pas toujours une bonne idée, n'est-ce pas? Oui, Richard, je te laisse intervenir sur cette partie. L'entreprise individuelle, le société, c'est souvent, on va dire, c'est quelque chose qui doit se mûrir un peu en avant, quand même, parce que c'est vrai que les impacts sont souvent quand même différents. Nous, on travaille beaucoup, par exemple, on connaît bien le syndicat des taxis sur Grenoble notamment, où on voit notamment, on voit sur les chambres de métiers, des rachats de licences notamment. Et souvent,
On est souvent sur des formes juridiques, on va dire, d'entreprise individuelle. On rachète une licence de taxi, c'est l'entrepreneur individuel, il va se mettre, on va dire, moins souvent, on va dire, en société que sous la forme, on va dire, d'une EI. Par contre, c'est vrai qu'en fonction des typologies de montage, les impacts fiscaux risquent quand même d'être importants, que ce soit la question à se poser, est-ce que je vais être imposé à l'impôt sur le revenu, est-ce que je vais être imposé à l'impôt sur les sociétés? Et là, ça dépend de tout un tas de paramètres, quoi. Et c'est ces questions-là qu'il faut vraiment, on va dire, se caler en amont, on va dire, de la session, de se rapprocher de l'expert comptable ou de l'avocat, des chambres consulaires, chambres de métier, où vous avez notamment des personnes dédiées sur cette typologie d'activité qui peuvent conseiller l'un ou l'autre ou telle forme. Et lorsqu'on présente le montage après, nous, aux financeurs, notamment aux banquiers, nous, on est capable de toute façon de pouvoir orienter un repreneur sous une forme individuelle, une forme de société, peu importe. Mais c'est vrai que ça se travaille quand même fortement quand même en amont. Après, c'est les petits, on va dire, les petites sessions, on voit notamment aujourd'hui plutôt des entreprises artisanales qui sont quand même le plus souvent, on va dire, transmises sous la forme, on va dire, individuelle. Le plus souvent, parce que c'est assez simple, c'est pas très complexe, on va dire, à monter, et on arrive à trouver, on va dire, des formes de session assez simples. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Audrey, mais c'est souvent sur des montages de ce type. Non, tu as raison. C'est vrai que Laurence le disait, il peut y avoir avant tout des fins fiscales qui nous animent sur ces passages en société. Il s'agit quand même de se faire vraiment expliquer tous les tenants et les aboutissants. Mais c'est vrai qu'on voit parfois une structuration vers la société parce que le coût fiscal devient extrêmement élevé et les bénéfices sont imposés dans des tranches marginales tellement hautes qu'on a peut-être un intérêt à passer sous d'autres formes. Mais il faut, c'est toujours pareil, vraiment en peser les tenants et les aboutissants et être toujours bien sûr bien entouré. Mais c'est vrai, quand on commence à monter dans des TMI à 41 voire à 45, on se questionne quand même sur effectivement d'autres montages. C'est quand même souvent cet item-là qui va nous pousser à apporter cette réflexion avec les personnes que l'on rencontre. Ce que tu dis, André, c'est que sur la forme individuelle, le bénéfice va être imposable à TMI à plus forte en fonction du dirigeant. Il est clair qu'on a il y a des entreprises sous forme individuelle qui ont dégagent des bénéfices extrêmement importants et il faut se poser la question de comment vont être imposés ces bénéfices. Et c'est vrai que sous forme individuelle, sauf erreur, on est dans des tranches marginales d'imposition élevées. On peut être imposé à des formes, à des niveaux élevés, alors que l'IS, l'impôt sur les sociétés, le sera d'une manière complètement différente. Complètement. Ça, je suis complètement d'accord. Et puis, effectivement, le résultat qu'on aura, donc le bénéfice qu'on va porter avec soi, il n'est pas le seul revenu. Parce que plus j'avance dans les années, je peux avoir un conjoint qui aussi a un revenu fort et qui, lui, est salarié. Donc, lui n'a pas la possibilité de basculer vers, par exemple, un impôt sur les sociétés. Et plus j'avance, plus je peux avoir aussi des revenus fonciers qui deviennent positifs. Donc, la somme de tout peut peut-être effectivement me conduire à imaginer d'autres choses et à me structurer autrement pour que, comme le disait Richard, je profite peut-être de ce côté IS et après ça engendrera, comme vous l'avez compris, une transmission un petit peu différente parce que pour le coup, je serai structurée différemment. Et c'est là-dessus qu'il faut se projeter et se dire qu'est-ce que je veux faire demain pour que la structure que je choisis aujourd'hui n'empiète pas sur ma vision de demain. C'est des fois pas facile parce que des fois on a du mal à se projeter à 10 ans, mais c'est vrai que c'est très aidant de réussir à le faire et de réussir à se poser parce que ça permet souvent de prendre quand même les bonnes décisions. Voilà ce qu'on peut dire, Laurence, sur cette partie société hors notre société. Effectivement, c'est pas toujours la panacée parce que ça engendre tout un tas de choses, du formalisme, etc. Mais pour le coup, sur certains versants fiscaux, il peut y avoir parfois urgence à se transformer.
Voilà, moi, je mettais aussi derrière les problématiques de succession, c'est-à-dire transmettre le fruit de la vente ultérieurement à ses enfants avec une entrée dans le capital progressif des enfants, des pactes du trade, des choses comme ça. Et puis aussi protéger l'entreprise et les enfants tout simplement dans l'entreprise individuelle en cas de décès du dirigeant, où là, on se retrouve dans des situations extrêmement complexes à gérer. Oui, c'est vrai, Laurence, effectivement, une transmission sous forme de parts, mais on le dit toujours, les parts, ça se coupe, ça se découpe. Voilà. Pour le reste, quand on a des actifs qui ne sont pas découpables, eh ben, on peut se retrouver dans des situations plus complexes et la transmission peut être plus difficile à amorcer. Donc oui, c'est très juste, ou quand on veut faire effectivement entrer un enfant, voilà, on peut avoir plus de facilité dans ces structurations, plus effectivement ces questions derrière de pacte du trade, donc de petits avantages qui sont mis quand on amorce ces transmissions dans des cadres plus familiaux. Hein. Donc oui, c'est juste, effectivement. Voilà. En tout cas, voilà, ce sont des questions à se poser. On imagine bien que si on commence à se les poser une dizaine d'années auparavant, on sera certainement mieux préparé pour aborder le sujet en temps voulu. Là, je vous présente un petit peu l'offre d'accompagnement de la Chambre de métier et de l'artisanat. Donc, sur les chambres de métier et de l'artisanat, vous avez donc des conseillers transmission, donc comme Éric Ballandreau sur le Sud-Isère, comme moi-même sur le Nord-Isère. On a le même dispositif sur tous les départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, lorsque vous nous sollicitez, on démarre toujours par un rendez-vous qu'on appelle rendez-vous conseil cédant. On fait un petit point sur votre projet, voilà, l'urgence du projet également. Qu'est-ce que vous vendez en fonction de la forme juridique de l'entreprise et puis à quelle échéance. Donc là, c'est un rendez-vous conseil où on va vous présenter l'accompagnement, un petit peu la manière dont on fonctionne. On va commencer à regarder de la pertinence. On va évaluer la pertinence d'aller au-delà au niveau de l'accompagnement. En sachant que forcément, on a un certain regard en tant que professionnel, on va dire, du secteur de l'artisanat, qui est à croiser aussi avec les autres experts de la transmission. Donc ça, c'est la première étape, on se rend compte. À l'issue de ce rendez-vous, soit on continue ensemble et dans ce cas-là, on va faire un diagnostic, c'est-à-dire que là, on aura un rendez-vous quand même beaucoup plus long dans l'entreprise où on va faire un peu le check-up de tous les aspects. Et puis, seulement une fois réalisé ce diagnostic, nous serons en mesure de commencer à parler des chiffres. Donc ça sera l'objet du webinaire animé par Éric Ballandreau mercredi. Donc, nous, aujourd'hui, on va se concentrer un petit peu sur, est-ce que mon entreprise est attractive? Est-ce qu'elle a des points forts? Elle peut avoir également des faiblesses. En tout cas, on n'a pas de réponse tant qu'on n'a pas réalisé ce diagnostic. Donc, ce diagnostic, comme je l'expliquais, il est réalisé dans vos locaux. Ce n'est pas quelque chose qu'on fera par téléphone, puisqu'on a vraiment besoin de visualiser. C'est comme pour n'importe quel bien. On a besoin de visualiser où il se trouve, quelle est la qualité de l'emplacement, de voir le local, le matériel. Voilà, cette première impression, elle renvoie aussi à la première impression que peut avoir un repreneur potentiel lorsqu'il arrive chez vous. Donc ça, pour nous, c'est extrêmement important d'être sur le site pour réaliser ce travail. Ce qui nécessite également d'avoir un petit peu de disponibilité. Nous, un rendez-vous diagnostic, c'est 2-3 heures dans l'entreprise parce qu'on va regarder un petit peu tous les points suivants qui vont être énumérés derrière et voilà, ça prend un petit peu de temps. Les préconisations, on les a évoquées également, l'audit retraite, l'audit patrimonial, un audit social, on verra un petit peu à quel moment les réaliser. Voilà un petit peu. Et ce diagnostic, ce rendez-vous va donner lieu à un petit dossier de présentation de l'entreprise à reprendre. Alors, certains cédants le transmettent aux repreneurs lorsqu'ils les rencontrent. Et puis, dans d'autres cas, on estime qu'il reste confidentiel lorsque le dirigeant est suffisamment à l'aise pour raconter l'histoire et mettre en avant de manière très, très aisée les points forts de son entreprise. Le premier point, regardez, peut-être le local d'activité. Annabelle?
Oui, donc si vous êtes propriétaire, donc il y a une réflexion à apporter sur est-ce que vous avez besoin d'un loyer futur ou est-ce que vous allez préférer le vendre? Et dans ces cas-là, il y a des modalités, le déménagement à prévoir, tout s'organise et tout se paye aussi. Hein, donc, alors, pour compléter un petit peu là sur le déménagement à prévoir, il arrive souvent chez les artisans que les locaux, y compris l'atelier, soient implantés à proximité quand ce n'est pas dans le terrain du domicile, en fait. Donc, ça, c'est quelque chose sur quoi on assiste. Est-ce qu'il y a possibilité pour le repreneur de rester dans les locaux? Si oui, à quelles conditions? Est-ce que les locaux sont aux normes, etc. Ou alors un déménagement? Et là, dans ce cas-là, on a également à la Chambre de métier des conseillers territoire, un responsable territoire, qui sont en relation avec vos EPCI, les communautés de communes, et on a des contacts pour les recherches de locaux. Moi, je demande souvent à mes cédants, lorsqu'il y a le déménagement de l'atelier à prévoir, qu'on fasse un petit peu le travail en amont, c'est-à-dire qu'on le chiffre, ce coût du déménagement. Et j'ai même certaines entreprises qui anticipent ce phénomène en cherchant les locaux, en déménageant avant de mettre en vente l'entreprise. Voilà, ça c'était la petite parenthèse lorsqu'on est propriétaire. Lorsqu'on est locataire, alors se pose toujours la question du bail commercial. J'ai beaucoup d'entreprises artisanales où ça ne semble pas être un problème, mais ça en reste un quand même. Le bail commercial n'a jamais été renouvelé. C'est-à-dire qu'on a dépassé largement les 9 ans, on a dépassé les 12 ans, ce qui, dans tous les cas de figure, lorsqu'on va vendre le fonds de commerce, eh bien, ce sera obligatoirement un nouveau bail qui sera signé avec le propriétaire du local. Et là, ça peut générer quelques petites contrariétés, puisque le loyer qui était le faible loyer qui était une grande force aujourd'hui, un gros point positif dans votre activité en termes qui permettait d'améliorer la rentabilité, ça ne sera pas forcément le cas pour le repreneur, s'il n'y a jamais eu d'augmentation, par exemple. Donc, le bail commercial, nous, on conseille quand même de demander le renouvellement systématiquement. Même si vous avez le sentiment que vous vous réengagez par période triennale, n'empêche que c'est quelque chose derrière qui stabilise les loyers futurs pour un repreneur. Et dans tous les cas de figure, et notamment quand vous partez à la retraite, on a toujours la possibilité de sortir du cadre triennal en donnant sa dédite 6 mois avant, en justifiant justement de la demande de liquidation des droits retraite. Sur le bail commercial également, beaucoup nous vantent un petit peu, des artisans nous vantent les qualités du local avec le potentiel de développement. Attention, la diversification de l'activité n'est pas évidente puisque souvent sur votre bail sont indiquées les activités autorisées. Si on en rajoute une, ce n'est pas la même. Il peut être déspécialisé, on peut se voir mettre une augmentation de loyer assez significative. Et puis, lorsqu'on parle de réglementation également, en fonction des activités, on peut avoir une réglementation qui s'applique, par exemple, sur le tri des déchets, sur, un restaurant, il ne va peut-être pas pouvoir se mettre au bas d'un immeuble d'habitation. Il y a de la réglementation en fonction des activités. Et puis, les normes. Alors là, les normes, c'est vraiment quelque chose d'indispensable avec la norme accessibilité des locaux. Donc, il faut absolument qu'il y ait soit la demande de dérogation, soit que le local soit aux normes avant la transmission. Sinon, c'est forcément un élément, dans le cas contraire, qui permettra au repreneur potentiel de négocier, de tirer le prix vers le bas, puisque lui, forcément, va devoir entamer des travaux si ce n'est pas pris en charge, bien sûr, par le bailleur. Voilà un petit peu, moi, ce que je voulais dire sur le local d'activité. Mais beaucoup de soucis sur les baux commerciaux quand même. Laurence, si je peux rajouter quelque chose, bien sûr. Sur cette partie.
Voilà, sur cette partie immobilier, donc il y a toute cette partie-là dont vous parliez qui est fondamentale, propriétaires, locataires, les baux, les normes. N'empêche que, et Richard en dira un petit mot, cette question de l'immobilier d'entreprise, c'est souvent fondamental. Et c'est souvent une source de revenus pour le chef d'entreprise qui va durer dans le temps. Parce que ce qu'on remarque quand même, nous, les banquiers, c'est qu'on ne finance pas en même temps les fonds, les parts et les murs. Et que très souvent, via des montages de sociétés civiles, de SC, voire d'autres typologies, mais quand même sous cette forme-là, on arrive à se générer un revenu complémentaire qui, certes, demain peut être fiscalisé, mais qui est quand même intéressant. Et effectivement, on peut travailler en 2 étapes avec des premières sessions, et on le voit souvent, je pense à certains garages, etc. On va commencer à transmettre des parts, et on est plutôt dans ce format-là, parce que les coûts quand même sont importants. Derrière, on a tendance à conserver les revenus complémentaires immobiliers et donc finalement on change d'activité, on a une activité moindre, Laurence le disait, et on continue à valider des trimestres parce que finalement c'est peut-être pas le moment de la retraite quand on a eu une activité très intense pendant 15 ans, et ben on a peut-être à un moment donné envie d'arrêter, on en parlait au début, et les murs ça peut être effectivement un acte 2, donc ça peut être déjà un revenu complémentaire qui perdure et avec souvent des taux de rendement qui sont quand même intéressants puisque vous avez la main sur ces locaux tant que vous y êtes à l'intérieur. Et si l'activité après se poursuit de bonnes factures, vous avez des locataires quand même de bonne qualité. Et dans un deuxième temps, on peut imaginer des cessions, donc du cash qui vous revient. Donc voilà, ça c'est quand même des choses à imaginer parce que eh ben oui, patrimonialement parlant, ça peut avoir beaucoup de sens que de travailler sur cet actif-là. C'est pas tout le temps le cas, hein, Laurence le disait, on a ces questions aussi où on va rester locataire avec les précautions d'usage, mais ça peut quand même être quelque chose auquel il faut que vous pensiez et qui dans le temps peut effectivement générer des revenus. Et puis on peut imaginer une cession dans un temps second ou au contraire des revenus complémentaires qui vont perdurer parce que le niveau de rendement est très fort, l'emplacement est bon et l'activité que vous avez cédée perdure elle aussi dans le temps. Je pense à des murs de pharmacie ou d'autres choses. Et pour le coup, quand on parle de patrimonial et quand on parle de revenus, ça peut être quelque chose à mettre sur le plateau de la balance. Serge, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, mais ça me tenait quand même à cœur de vous le dire parce que c'est un item qui, pour nous, est un item important et on pousse parfois certains de nos clients à aller plus loin dans ce côté-là parce que c'est un côté aidant. Il n'y a pas finalement que la structure. Les murs sont aussi très importants. Alors, juste Audrey, merci Audrey, c'est totalement le sujet d'ailleurs qui est à la fin du slide, sortie de l'immobilier de l'entreprise nécessaire avec un point d'interrogation. L'immobilier, dans un sujet de reprise, est un vrai sujet. Mais c'est tellement un sujet que nous, banquiers, on peut être mis enfin, pas dire en difficulté, mais des vraies interrogations par rapport à ça. Moi, je vais juste peut-être conclure sur ce sujet, on va dire, d'immobilier, sur une phrase que je vois souvent, en tout cas sur un préconcept, c'est qu'on achète une entreprise le plus souvent, on rachète une entreprise le plus souvent parce qu'elle est rentable, parce qu'elle dégage du cash, parce qu'elle dégage une rentabilité. Si dedans il y a de l'immobilier, tant mieux, peut-être c'est même très bien. Mais avant tout, ce qui intéresse le plus souvent un repreneur, j'ai bien le plus souvent, c'est la rentabilité de l'entreprise. Et si dedans vous avez un immobilier qui pèse lourd en termes d'actifs, il est clair que de toute façon, le cédant, lui, il va pas vouloir vendre cette entreprise d'une manière la même que si l'immobilier n'était pas, on va dire, dans l'actif même de la société. Et ça, c'est très, très important concernant les valorisations. Et je tiens beaucoup à ça, parce que voilà, une transmission d'entreprise, ça se travaille, comme le disait Audrey, il y a des impacts fiscaux extrêmement importants, et on rachète le plus souvent une entreprise parce qu'elle est rentable, parce qu'elle dégage du cash, parce qu'elle dégage un cash flow suffisant. Et peut-être, je ne veux pas dire que l'immobilier est accessoire, mais c'est la première chose qu'il regarde le plus souvent, on va dire, un repreneur dans un bilan d'entreprise concernant la valorisation de cette année. Très bien. Simplement pour conclure sur cet aspect immobilier, voilà, beaucoup de petits artisans
pense que ça va être un point positif, un point d'attractivité supplémentaire que de nous dire moi je vends le fonds mais aussi le bâtiment. Et là, effectivement, on se retrouve à leur expliquer qu'en termes de financement, ça risque d'être compliqué de faire financer les deux en même temps. Donc, il y a peut-être voilà, il y a peut-être des choses à mettre en place. Et voilà, donc ça rejoint complètement ce que vous dites, Audrey et Richard. Deuxième partie du diagnostic, donc c'est mon marché, ma clientèle. Donc ça fait partie également des éléments sur lesquels on va échanger. Alors moi, souvent, on me dit, mais vous êtes bien curieuse quand je pose des questions sur les clients. Alors, c'est pas qu'on ne veut pas me donner les noms des clients, mais ce qui est le plus important, c'est d'évaluer à quel point votre clientèle, elle est diversifiée, qu'elle assure une certaine forme de stabilité de votre activité, quand vous n'avez pas 3 clients qui vous permettent de faire 80% du chiffre d'affaires ou un client qui vous donne la moitié de votre activité parce que c'est un ami de longue date, etc. Donc ça, c'est aussi des échanges que l'on peut avoir avec les dirigeants d'entreprise. Souvent, le dirigeant, même ce que j'allais dire homme clé, qui a une approche commerciale basée sur son réseau personnel, c'est extrêmement compliqué pour quelqu'un d'arriver derrière. Donc voilà, donc on retravaille et sur plusieurs années, on a tout à fait le temps de développer des stratégies un petit peu de diversification de clientèle, d'avoir quelques clients importants, mais d'en avoir aussi tout un nombre important de petits clients, mais qui assurent une forme de régularité de l'activité. Concernant votre marché, comment est-ce que ça se passe, hein? Clairement, c'est le cycle de vie des produits. Où est-ce que j'en suis au niveau de mes prestations ou de mon offre de produits? Est-ce que je suis sur un marché où la demande est en constante augmentation? Ou au contraire, est-ce que c'est stabilisé, voire c'est en déclin? Ce sont des produits ou des prestations qui sont amenés à disparaître. Donc ça, c'est l'avis de tout produit et même de toute entreprise. Donc là, c'est pareil, ça permet de se poser la question un petit peu sur son offre, sur la diversité de cette offre et puis sur les différents cibles, les différents types de clientèle et différentes cibles de clientèle que l'on a. Est-ce que j'ai des concurrents? Alors souvent on me dit ouais non mais nous dans l'artisanat on est plutôt des collègues, on est des confrères, etc. Malgré tout ça reste quand même de la concurrence, donc c'est important de les compter, de voir un petit peu qui sont-ils, quels sont les potentiels, et puis parfois c'est quelque chose qu'on n'imagine pas forcément. Peut-être que votre preneur il est parmi vos concurrents. Donc, voilà, certains vont préférer racheter une entreprise plutôt que de laisser s'installer quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Donc, ça aussi, c'est un petit peu lever les freins qu'on peut avoir. Potentiel de développement ou de diversification de l'activité hein, en fonction du marché. Si on prend par exemple les garages automobiles avec l'arrivée de la voiture électrique, voilà, toutes ces choses-là. Est-ce que ça veut peut-être dire qu'il y aura des investissements à prévoir, hein, puisqu'on ne peut pas intégrer la réparation des véhicules électriques comme ça dans le garage? Donc, c'est tous ces aspects-là concernant votre marché et votre clientèle. Parfois, je suis allée même dans des salons de coiffure hein, où lorsqu'on vend son fonds de commerce en coiffure, on vend quand même sa clientèle. Et puis, on n'a pas de fichier clientèle. On n'a rien du tout. Alors, il n'y avait pas de logiciel, ça c'est une chose, mais pas de fichier non plus. C'est tout dans la tête du dirigeant d'entreprise. Donc là, on reporte un tout petit peu le projet et puis on essaye de constituer quand même un historique, puisque là, la personne qui rachète, on peut clairement se demander ce qu'elle va racheter, dans la mesure où on n'a même pas l'historique par client de ce qui a été réalisé au niveau technique, etc. Donc, c'est important en amont hein, de structurer l'information concernant la clientèle. Également, s'il y a des litiges clients, il est conseillé quand même de les régler, en tout cas de les évoquer avec un repreneur, hein, puisque ça peut faire partie des choses qui, étant cachées, peuvent avoir des conséquences allant jusqu'à la rupture de la vente. Mes contrats en cours, donc ça on en a parlé aussi un petit peu, hein, donc c'est les contrats avec les assurances. Annabelle reprendra la main sur ce dossier. Est-ce qu'il y a des choses à rajouter? Moi, je pensais à la partie sous-traitance.
Oui. J'ai des cas de plus en plus courants de clients qui, en fait, revendent leur entreprise et ont une opportunité grâce à la sous-traitance parce qu'ils sont en lien avec beaucoup de boîtes. Donc, ça peut être aussi une piste. Mais ne pas être trop dépendant également de ce marché-là. Si vous attendez qu'on vous amène le travail, à un moment donné, comme il y a beaucoup d'activités, ça fonctionne. Après, s'il y a des crises, vous revendez une entreprise qui peut être plus fragilisée. Audrey, côté banque, je pense également que cette partie, voilà, que le banquier, je crois que c'est important de dire que le banquier n'est pas centré sur le chiffre. Non, mais tout ce que vous avez pu décliner, c'est Richard qui répondra plus par rapport à ce qu'il disait tout à l'heure sur effectivement la valorisation de l'entreprise. Tout est important finalement. C'est sûr, Laurence, que quand les choses sont bien déclinées, sont bien identifiées, j'ai en tête une vente qui ne s'est pas faite pour des questions d'épargne salariale qui avaient été montées, bref, et ça n'avait pas plu. Et bon, bref, quand on était dans la phase d'audit finale, la vente finalement ne s'est pas faite. Donc voilà, plus les choses sont transparentes, plus les choses sont dites, sont claires, sont listées, c'est très important. Et puis aussi, on a l'idée parfois que l'entreprise repose sur les épaules presque d'un seul homme ou d'une seule femme, entre guillemets. Quand on commence à se dire qu'on va basculer vers autre chose, il faut faire l'effort de déléguer. C'est difficile ce que je dis parce que c'est parfois très complexe quand on fait des choses depuis des années, qu'on a monté quelque chose qui est presque son bébé, mais quelque part, il faut commencer à se mettre dans cette configuration d'apprendre à déléguer, de structurer, voilà. Pas simple, mais en tout cas, tous ces éléments-là sont vraiment importants parce qu'ils donnent de la lisibilité et ils facilitent derrière la vente et le fait que ça se porte à bon terme. Richard, tu veux dire un petit mot à ce sujet? Non, je pense qu'on complètement ce que tu dis. C'est vrai que c'est ce qu'on redit depuis, ce qu'on communique depuis le début de cette webinaire. C'est vrai qu'une transmission, ça se prépare, quoi. Et c'est très, très, très important d'être bien entouré. On va dire qu'on puisse avoir toutes les bonnes informations, parce que ce qu'on dit toujours, un projet mûrement réfléchi, bien accompagné, doit pouvoir trouver un financeur. Après, bien entendu, il y a toute une phase de séduction, toute une phase d'approche, de valorisation de l'entreprise, de présentation des gros points forts, on va dire, de telle ou telle entreprise. Est-ce que c'est un sujet, un marché de niche? Est-ce qu'il y a un point très important, par exemple, concernant l'homme clé ou la femme clé? Voilà, c'est tous des sujets. Il n'y a pas que les chiffres, bien entendu, sinon ça serait très simple. Ça serait trop simple, on va dire. On mettrait tout ça dans un algorithme et puis on sortirait quelque chose. L'aspect humain est bien entendu extrêmement, extrêmement important. Et plus on est accompagné, plus on est à plusieurs pour bien présenter son projet, et mieux c'est en tout cas pour réaliser une transmission réussie. On est bien d'accord, on est tous d'accord, et d'où l'importance de ces regards croisés. Lorsque vous êtes dirigeant, que vous avez ce projet, n'hésitez pas à consulter tous les partenaires qui apporteront leur regard extérieur. Concernant le diagnostic se poursuit avec le matériel. Donc, dans vos entreprises, au niveau de votre comptabilité, vous avez ce qu'on appelle les immobilisations. Donc, c'est tout le matériel qui est rentré pour son coût d'achat, qui fait partie, qui s'amortit chaque année, et ça fait partie du fonds de commerce. Donc, au bout d'un certain nombre d'années, ce matériel, sa valeur est ramenée à zéro quasiment, puisque c'est la notion d'amortissement comptable. Or, il a peut-être quand même une valeur de marché. Si on devait le revendre d'occasion, il aurait sans doute une valeur autre que celle que l'on va lire au bilan. Donc, ça, c'est un travail également que l'on réalise avec le dirigeant de l'entreprise. On va retravailler l'inventaire. On va rajouter sur une feuille, sur un tableau, sur Excel, sur ce qu'on veut, tous les autres matériels qui n'apparaissent pas dans les immobilisations comptables, mais qui nécessitent qui font partie du fonds de commerce parce que indispensables à l'activité. Et toute cette liste de matériel, on va retravailler cette valeur. Alors, ce n'est pas personnellement la chambre de métier qui va calculer la valeur, mais on se rend compte que le dirigeant a quand même une bonne vision
de la valeur d'occasion du matériel qu'il possède. Donc, on va retravailler cette valeur parce que c'est quelque chose qui rentrera dans les méthodes d'évaluation, notamment liées aux actifs retraités ou la méthode patrimoniale. On fait attention également lorsqu'on a des matériels en cours de crédit bail. Vous pouvez commencer à regarder également si ces contrats de crédit bail sont cessibles, ces crédits baux sont cessibles au repreneur, ou alors s'il faudra faire un rachat et intégrer ce véhicule ou ce matériel. L'autre partie qui est très importante, et notamment dans des ateliers qui sont contraints par une réglementation de contrats d'entretien. Je pense à tout ce qui est pont roulant, les ponts dans les garages auto. Est-ce que tout ça est aux normes? Est-ce qu'on a la trace que l'on a bien réalisé les contrôles réglementaires? Donc, ça vaut le coup aussi de préparer son petit dossier où on va regrouper tous les justificatifs qui vont permettre de rassurer un repreneur potentiel. Voilà, donc les contrats sont-ils cessibles? Est-ce qu'il va falloir sortir certains matériels? Parce que parfois, effectivement, on a le véhicule du dirigeant et puis qui a envie de le récupérer. Donc là, on se rapproche avec l'expert comptable pour pouvoir racheter pour sa valeur nette comptable ce matériel que l'on ne laissera pas dans le fonds de commerce. Quelque chose à rajouter au niveau de mes collègues partenaires concernant le matériel? On a besoin de savoir ce qu'on achète, et notamment dans certains métiers, on sait qu'on a des belles surprises parfois. Je pense à des métiers comme les activités comme la boulangerie, où on se retrouve dans des situations parfois dramatiques. Oui, il y a un vrai travail de fourmi, c'est un peu ça, mais c'est important de le faire. On le disait, plus c'est listé, plus c'est carré, plus tout est validé, plus la vente elle a de chances de se faire et de tendre effectivement vers le 100% dans sa réalisation et au prix qui avait été effectivement imaginé. Donc, je partage. On passe au côté, on fait un petit zoom là sur le contrat d'assurance. Annabelle a plein de choses à nous dire là sur les contrats d'assurance qui sont en cours dans vos entreprises. Donc en fait, la première des choses, c'est que des contrats d'assurance, ça se révise. Mais d'autant plus quand vous avez un projet de cession, parce que par rapport à la date à laquelle vous allez proposer votre bien à la vente, quelles sont les garanties? Est-ce que vous les avez mises à jour? Moi, je prends l'exemple d'un commerce, la mise à jour d'une perte d'exploitation est liée à votre activité. Donc, si vous présentez au repreneur vos assurances et que la perte d'exploitation, le chiffre d'affaires annoncé dessus ne correspond pas, ça peut paraître, voilà, ça peut dysfonctionner. Ce qui est important surtout, c'est que vos besoins, ils évoluent. Donc, soit parce que vous allez acheter du nouveau matériel dans une idée peut-être de développement, ou au contraire, que vous n'avez pas remplacé certaines machines. Donc, dans les charges de fonctionnement, la partie assurance est très importante. Donc, il faut être assuré correctement, mais ni trop peu, ni… Voilà. Des fois, il y a vraiment des différences qui se font parce qu'avec les années qui passent, et ben, votre matériel, comme tout à l'heure tu disais Laurence, le matériel, sa valeur change. Et puis, vous avez tout ce qui est les charges que vous aviez, qui étaient prises en charge par l'entreprise, c'est-à-dire que l'assurance des véhicules, votre assurance mutuelle, elles vont passer, lorsque vous allez être à retraite, dans vos charges personnelles. Donc là, il faudra avoir aussi une idée en voyant l'assureur pour qu'il puisse vous faire un prévisionnel. À ce propos, je fais toujours très attention sur les salariés parce que si vous avez l'entreprise depuis des années avec des salariés qui sont là depuis aussi très longtemps, vous avez pu mettre en place, on en parlait tout à l'heure, d'un plan d'épargne entreprise, mais déjà par rapport aux conventions collectives, ça peut être une mutuelle entreprise, une prévoyance entreprise. Donc, ce sont des avantages que vous avez donnés à vos salariés. Puis, il y a un aspect fiscal aussi peut-être intéressant pour vous, mais que le repreneur doit bien envisager et bien calculer. Ça peut rentrer en effet peut-être dans sa décision. Et puis, vous imaginez vos salariés qui ont l'habitude de repartir le soir avec le véhicule de l'entreprise à la fin d'un chantier, et puis qui doivent, et si le sujet n'est pas évoqué, doivent d'un coup laisser au repreneur le véhicule dans le local et prendre leur voiture personnelle. Ça peut changer aussi la donne et créer des tensions dans les relations humaines. Donc, il y a plein de choses qui sont en lien avec l'assurance où il faut prévoir, anticiper un maximum en disant, voilà, mes contrats sont à jour, comment je suis assurée, je maîtrise mes charges et en même temps, je fais le point parce que avec les années, on oublie exactement ce qui a été mis en place à l'époque.
je fais le point sur les besoins et je peux faire un bilan. Donc, je pense que c'est judicieux d'avoir vraiment fait le ménage, d'avoir tout bien préparé avant de proposer l'entreprise à la vente. Voilà. Concernant le personnel, hein, l'avant-dernier point, donc là, on est en train de passer un petit peu plus de temps que prévu. Donc, on en a déjà pas mal parlé. Hein. On reprend le personnel. Les contrats sont repris à l'identique par le repreneur. Donc, se pose la question de la convention collective. Donc, nous, on fait toujours aussi un travail où on va lister le personnel avec l'ancienneté, l'âge, quelles sont les compétences, quelles sont les… Voilà. Et puis, il y a aussi autre chose qui est indispensable, c'est d'être dans les clous au niveau du juridique et du social. C'est-à-dire, est-ce que j'ai mis en place le document unique? Est-ce que je tiens comme il faut mon registre du personnel? Est-ce que j'ai mis en place les entretiens obligatoires tous les 2 ans, etc. Donc là, moi, j'ai tendance quand même souvent à orienter sur notre service emploi hein, qui propose un audit social et qui permet d'être bien dans les clous sur tous ces sujets-là. Concernant l'information du personnel de la vente, ben là, on peut l'informer voilà, dans les 2 ans qui précèdent, au cas où certains souhaiteraient se positionner, ne sait-on jamais. On fait attention également, est-ce qu'on a des clauses de non-concurrence au niveau du personnel? Si elles ne sont pas rémunérées, ben voilà. En fait, en gros, les personnes qui nous appellent, qui cherchent des entreprises à reprendre dans certains métiers, elles recherchent du personnel, elles recherchent des qualifications. Et notamment dans des métiers en tension, type les métiers de la production, de la mécanique, de l'automobile. Donc, il est extrêmement important de rassurer le personnel, de le stabiliser dans l'entreprise pour s'assurer qu'il ait envie de rester et de continuer même avec un repreneur par la suite. Et puis, le dernier aspect, là, je laisse la parole à Audrey et Richard sur le côté financier du diagnostic. Bon, là, c'est Richard qui va prendre la main parce que ça, c'est ce qui travaille au jour le jour. Donc, c'est l'aspect plus cash et éléments plus financiers. Donc Richard va vous en parler un petit peu plus. Alors, je prends la main juste sur ce côté-là. C'est pas, on va dire, côté finance, je suis en bonne santé. Je vous ai dit tout à l'heure, ce qui est important, lorsqu'on transmet une entreprise, c'est de savoir est-ce qu'une entreprise, on va dire, est rentable, est-ce qu'elle dégage du cash, et pour celui ou celle qui va la racheter, se poser la question de dire, déjà, si l'entreprise a une rentabilité qui est très bonne, moi, ça m'intéresse, ça va me permettre déjà de pouvoir, lorsque je vais voir mon banquier, de le rassurer, parce que l'entreprise que je rachète déjà est en très bonne santé, elle a une excellente rentabilité, et ça va me permettre de faciliter le remboursement des emprunts que je vais négocier avec le banquier. Donc ça, c'est très, très, très important. C'est la première chose. C'est vrai que si l'entreprise, on va dire, a une rentabilité qui est faible, il va falloir à ce moment-là, côté repreneur, se poser la question de dire, pourquoi j'achète cette entreprise-là, qu'est-ce qui m'intéresse, et qu'est-ce qui fait que demain, elle sera beaucoup plus rentable que ce qu'elle est aujourd'hui. Peut-être que le dirigeant prenait une rémunération très élevée, peut-être qu'il y avait aussi des emprunts qui étaient en cours et qui se terminent, que derrière, j'ai pris de nouveaux marchés avec de meilleures marges. Voilà, donc tout ça, c'est important, mais c'est des choses que vous devez travailler de toute façon bien en amont pour pouvoir, côté finance, présenter un dossier, en tout cas, quand je dis valorisation, une entreprise qui fait que côté repreneur, l'entreprise a d'énormes qualités et toutes les mesures qui devaient être faites avant ont été faites. Par exemple, ça c'est important. Je le dis souvent, on achète une entreprise le plus souvent parce qu'elle est rentable. Voilà, parce qu'elle est rentable et parce qu'elle dégage du cash flow, parce qu'elle dégage de la trésorerie, parce que, on va dire, les contrats sont bien négociés avec des belles marges, etc. Une entreprise qui plus en difficulté parce que la rentabilité est compliquée, difficile, les mesures qui devaient être prises n'ont pas été peut-être prises suffisamment en amont. Ça sera plus difficile
on va dire, à transmettre ou à vendre côté cédant. Ça, c'est l'aspect, on va dire, côté banquier que nous voyons, nous, lorsque le dossier nous est présenté côté repreneur, hein, où le repreneur dit, voilà, je rachète ce fonds de commerce, je rachète telle ou telle entreprise, je rachète des actions de part sociale. Il va falloir vraiment qu'on puisse être rassuré sur l'ensemble de ces éléments. Donc, chiffre d'affaires et rentable, c'est ce que je disais tout à l'heure. Capacité d'autofinancement, c'est ce que je viens de vous citer. Capacité d'autofinancement, c'est la capacité que l'entreprise va avoir pour permettre de rembourser les crédits qu'elle va demander. Un côté repreneur, hein, c'est ce qu'on va regarder nous. On va demander les 3 derniers bilans de l'entreprise et puis on va faire un peu une moyenne, une cote matérielle, un peu de tout ça. Et pour s'assurer que voilà, la capacité d'autofinancement, est-ce qu'elle est réelle ou est-ce qu'elle est artificielle notamment? Et puis derrière, voilà, est-ce qu'il y a de la trésorerie? Est-ce qu'il y a une trésorerie qui est déjà existante? Est-ce qu'elle a été totalement consommée? Le besoin en fonds de roulement, comment il s'évalue, comment il se calcule, comment il va évoluer par la suite. Voilà, donc ces dernières choses. J'aime bien quand vous marquez notamment la notion de contrôle fiscal, l'URSSAF. C'est aussi intéressant d'avoir une vision côté chef d'entreprise, hein, côté cédant, savoir où on est, où ça a été, est-ce que ça a été contrôlé, est-ce que ça n'a pas été contrôlé, est-ce qu'ils ont trouvé des sujets spécifiques. Et c'est un peu en lien avec ce qu'on disait tout à l'heure avec les notions d'audit, hein, d'audit fiscal, d'audit juridique, d'audit contractuel, qui sont aussi extrêmement importants, notamment à positionner dans le cadre d'une transmission d'entreprise. Je ne sais pas, Audrey, si tu voulais rajouter quelque chose sur ce sujet-là, d'une manière globale. Alors, je crois que… pardon, Audrey. Non, c'est tout à fait ça. C'est de toute façon, tu le sais, quand on analyse tous nos dossiers, côté aussi risque et côté financement, c'est vraiment les éléments qu'on regarde. Je pense qu'on a bien balayé le sujet. Je pense qu'on vous a tous convaincus, hein, que de toute façon, voilà, c'est quelque chose qui va prendre un peu de temps, plus que ce qu'on imagine au départ, qui a absolument besoin de faire appel à tous ces experts, chacun dans leur domaine, et de croiser ses repères. Donc, on pense à votre expert comptable, on pense à votre notaire pour tout ce qui est successoral et éventuellement patrimonial, on pense à l'avocat d'affaires également et encore plus lorsqu'on est sur des transmissions de parts sociales ou de sociétés. Les assureurs, bien évidemment, Annabelle nous a bien convaincus, hein, qu'il y avait toute une checklist de points à aborder avec l'assureur. Le banquier et le conseiller patrimonial, nous, on a des transmissions qui se passent très, très bien parce que le banquier connaissait le cédant, donc parfois, c'est quelque chose aussi qui est intéressant, hein, d'aller contacter le banquier aussi du cédant et puis d'en voir d'autres également, hein. Le conseiller patrimonial, là, vous avez vu que la caisse d'épargne, on a vraiment des spécialistes dans les domaines patrimoniaux, dans les domaines fiscaux, etc. On a parfois des mandataires qui sont aussi spécialisés dans la vente d'entreprise, qui arrivent un petit peu après, hein, lorsque c'est un peu compliqué à vendre. Et de toute façon, il ne faut pas s'interdire de mettre en branle toutes les possibilités pour vendre. En tout cas, c'est le travail d'équipe qui permettra de réussir ce projet de transmission. Voilà, donc le temps s'est écoulé. On a attaqué un petit peu plus tard. Il est 12h20. Ça, c'est un petit schéma sur la chambre de métier. Donc, on commence, hein, par le contact téléphonique. On a nos rendez-vous conseils, nos rendez-vous diagnostiques. Après, tout le détail concernant l'évaluation, la fiscalité, ça sera l'objet de ce webinaire ce mercredi 25 à 12h30 cette fois. Donc là, si vous n'êtes pas encore inscrit, je vous invite à le faire, hein, puisque c'est sur les méthodes d'évaluation. Le suivant, lundi prochain, que j'animerai à nouveau sur les profils repreneurs, un peu le marché de la reprise en France. Quelle est la posture à adopter en termes de cédant, en tant que cédant, et puis des différentes étapes sur la vente. Voilà un petit peu. Vous trouverez, donc demain, vous serez également sollicité pour répondre à un petit questionnaire pour savoir comment ça s'est passé, la qualité, etc. Et également, si vous souhaitez recevoir le support en voie dématérialisée, peut-être le lien pour accéder en replay à ce webinaire. Donc, n'hésitez pas. Donc,
Alexandre Franceschi, qu'on n'a pas entendu, mais qui était en ligne et qui est le conseiller vers qui j'oriente les repreneurs des entreprises. Sur le nord, sur le sud Isère, Éric Ballandreau et Jean-Daniel Guillermin pour la reprise d'entreprise. Annabelle Richard, donc avec son adresse mail, donc chargée de clientèle professionnelle à la MAF Pro. Audrey également, Audrey nom de deux, directrice de clientèle patrimoniale avec son adresse mail, ainsi que Richard Laguerre, que je remercie pour leur participation. Et puis là, on vous remercie pour votre participation et puis on peut se laisser un petit peu de temps pour répondre à vos questions. Je vais simplement couper l'enregistrement. Alors, arrêter l'enregistrement. Et puis, si certains